Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre connexion à ce colloque virtuel intitulé Technique contractuelle morceau choisi. Alors puisque cela est de mise, je lance une offre à mes collègues pour nous retrouver, je l'espère, pour un acte 2 en présentiel. En attendant, ce colloque a été rendu possible grâce à leur concours, à leur investissement et je veux les remercier, d'autant que la période est pour le moins compliquée. Merci donc à eux, ils ont accepté de bâtir avec moi ce closier virtuel que l'on tient donc à présent à votre disposition. Évidemment, j'ai une pensée pour Maëlle Méziani, qui en tant qu'ingénieur d'études de l'Institut François Génie a mis sur pied ce colloque virtuel. J'espère qu'elle en a retiré, au-delà des difficultés que cela peut représenter, une satisfaction. Merci également aux éditions LexisNexis qui acceptent de nous suivre dans cette aventure et qui nous feront le plaisir de consacrer un dossier au thème que vous allez pouvoir découvrir. Je profite aussi de l'occasion qui m'est donnée pour adresser une pensée chaleureuse aux étudiants qui voudraient en savoir plus sur le contrat. Je leur adresse tous mes encouragements et les incite encore et toujours à tenir bon. Je quitte ce préambule pour en investir un autre, car c'est bien le sujet qui me revient, formuler là quelques observations au sujet de cette antichambre du contrat. L'étymologie latine du mot préambulus nous aide un peu plus à saisir son sens. Le préambule, c'est ce qui marche devant, c'est ce qui précède. La pratique contractuelle, quand elle décide d'investir cet instrument, et elle aurait tort de s'en priver, c'est le sens de mon propos, eh bien on fait une espèce d'exposé des motifs, à ceci près que cet exposé aura la même autorité que les dispositions du contrat qu'il introduit. Première observation sur ce point, après la formulation du préambule, on lit souvent la formule de style suivante, en conséquence, sous-entendu en conséquence donc de ce qui précède, en conséquence donc du préambule. En conséquence, il a été convenu ce qui suit, ce qui pourrait laisser entendre, à tort, que c'est bien ce qui suit, le préambule, qui a valeur contractuelle et non le préambule lui-même. Or, il n'en est rien, de jurisprudence constante, le préambule fait bien partie du négociant. Pour éviter des discussions sur ce point, on mettra en évidence au sein du préambule qu'il a valeur contractuelle au même titre que les clauses qui le suivent. Mais pour que cette formule fasse sens, pour que le préambule puisse déployer ses effets, sa force obligatoire, encore faut-il qu'il comporte une substance à même d'atteindre cet objectif. Le rédacteur d'acte est en fait face à un double objectif. Il veut d'abord retracer fidèlement l'esprit dans lequel les parties s'engagent, de manière à ne pas dénaturer leur projet. Il va donc d'abord traduire un projet économique et en même temps il veut faire produire à ce qu'il écrit des effets de droit en faisant la synthèse entre l'aspect économique et l'aspect juridique au sein peut-être de ce qu'on peut appeler la fameuse commune intention des parties qui sert de guide au juge lorsqu'il interprète le contrat. C'est la règle contenue à l'article 1188 du Code civil. Plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes du contrat, on préfère investir la commune intention des parties. Premier rôle alors ici sur lequel on reviendra, fondamental du préambule, il participe, pas la seule chose, mais il participe à la révélation de la commune intention des parties. Or, le préambule, précisément, est parfois négligé ou relégué au rang d'indicateur imparfait, car on estime qu'il propose généralement une simple reprise des grandes lignes du contrat. L'usage est alors de dénoncer la difficile lecture des préambules en la matière, pas que le préambule soit inutile, pas qu'il ne renseigne pas sur le projet économique des parties, mais il serait impuissant parfois, en tout cas, à produire des effets de droit. Il serait rédigé de façon trop large pour que des obligations juridiques puissent y naître. Ce n'est pas en réalité tant la notion de préambule
qu'il faut mettre en cause, mais plutôt la trop grande imprécision de son contenu parfois. Il est vrai qu'un préambule rempli de généralités et d'un intérêt quasi nul. Il en va de même à propos des stipulations qui n'offrent qu'une réécriture de la loi, quand bien même la loi serait impérative sur un point ou sur un autre. Alors, une nuance, toutefois, sur ce point, il n'est pas totalement inutile, mais l'aspect est davantage psychologique. Il n'est pas totalement inutile de rappeler à l'une des parties, par exemple, eh bien, qu'elle devra appliquer des obligations qui seraient par exemple des obligations de service public. Je pense au secteur pharmaceutique, le grossiste répartiteur a des obligations de service public qui découlent du Code de la santé publique, et il est bon pour le distributeur de rappeler au grossiste répartiteur qu'il devra exercer sa mission conformément à ce que lui ordonne le Code de la santé publique. Dès lors, en tout cas, que le contenu du préambule est soigné, qu'il a anticipé certaines questions, rien ne s'oppose, au nom de la force obligatoire du contrat, à ce qu'il soit considéré, à ce que ce préambule soit estimé à sa juste valeur, et à ce que son interprète considère le préambule avec la plus grande importance, en ce que ce préambule va précisément être le reflet de la volonté des parties. C'est le sens de notre propos, vous inciter à considérer que les soins apportés au préambule sont de première importance, et tout repose en réalité sur la volonté, sur la sagacité des rédacteurs. Le rédacteur d'acte choisira ou non de faire du préambule à la fois un élément du négocium, en lui faisant porter une réelle charge contractuelle, mais également un guide d'interprétation pour le juge ou l'arbitre qui viendrait à lire le contrat et à l'interpréter. Alors en dépit de ce plan de parties qui se dessine naturellement, obligation d'un côté contenue dans le préambule et guide d'interprétation de l'autre, eh bien je vais plutôt opter pour la tradition montpelliéraine. Le pape de la technique contractuelle, le professeur Jean-Marc Mousseron, avait commenté dans son fameux ouvrage de technique contractuelle le préambule en dégageant 3 temps, et pour honorer cette tradition, je vais à mon tour conjuguer le préambule aux 3 temps qu'il entretient avec le contrat, au passé, au présent, et surtout, puisque le contrat est un acte de prévision, au futur. Le préambule est le passé, d'abord. Alors, le préambule entretient un lien double avec le passé, puisque le préambule peut exclure ce passé ou au contraire choisir de l'intégrer, de le vivifier. D'abord, le préambule peut exclure. Le préambule peut exclure le passé, le contrat, et le préambule plus précisément est alors l'occasion pour les parties de faire table rase avec le passé. Comment ? Eh bien en stipulant que le contrat se substitue tout simplement aux accords antérieurs. Exemple de clause, les parties conviennent que leurs relations seront exclusivement régies par le présent contrat, à l'exclusion de tout accord qu'elles auraient pu antérieurement conclure. Cette clause porte un nom, du moins c'est en partie ce que l'on appelle la fameuse clause des 4 coins, clause d'intégralité sur laquelle mon collègue Thibaut de Ravel-Desclapon reviendra amplement. Il peut s'agir aussi d'exclure tout lien avec les pourparlers du contrat pour exclure, par exemple, les documents préalables établis à l'occasion de la négociation du contrat. Pour l'autre facette, je le disais, le préambule peut au contraire intégrer le passé. On peut dégager, évidemment ce n'est pas exhaustif, 3 hypothèses dans lesquelles le préambule intégrera le passé. Première hypothèse, qu'on pourrait qualifier de clause de style, mon collègue Guillaume Maire d'ailleurs consacre son intervention à la clause de style, le préambule pourrait rendre compte de certaines données factuelles, données qui pourraient avoir une importance en cas de contentieux. Ceux qui rédigent ou qui lisent des baux commerciaux
ont déjà vu passer la clause suivante, le preneur connaît bien les locaux pour les avoir visités et examinés. Pour renforcer cette déclaration, on pourra prévoir une clause d'annexe et en tous les cas annexer tout document venant à l'appui de cette déclaration. Alors, simple clause de style ou pas, j'ai hâte d'entendre notre collègue sur cette question, mais ces déclarations, dès lors qu'elles pourraient être opposables aux parties, pourraient être utiles au moins à deux titres. D'abord, elles pourraient participer de l'établissement d'un vice du consentement. N'oublions pas que ce qui figure au préambule, les déclarations qui figurent au préambule, expliquent a priori le contenu du reste du contrat. Avec cette fameuse formule de style, en conséquence du préambule, il a été convenu ce qui suit. Donc, ici, on fait le lien entre les déclarations du préambule et le contenu du contrat. Aussi, on sait aujourd'hui l'importance du devoir de cohérence en droit des contrats, et dès lors, on pourrait peut-être engager avec plus d'aisance la responsabilité de celui qui aurait un comportement incohérent à la lumière de ce qu'il aurait précédemment déclaré. Deuxième hypothèse, le préambule est l'occasion de donner des informations sur le passé, en faisant référence cette fois-ci aux étapes d'une négociation. Au contraire de la clause des quatre coins, les parties peuvent choisir précisément de se référer à des documents précontractuels ou encore à des accords antérieurs. C'est l'occasion de le rappeler dans le préambule. Exemple, mais cette fois-ci les parties ont été prises en défaut, un arrêt de la première chambre civile du 5 mars 2009, au sein duquel la Cour de cassation permet la survie par le préambule d'une clause de garantie de passif. La Cour de cassation permet à cette clause de garantie de passif, qui était contenue dans une promesse de vente, mais qui n'était pas reprise dans l'acte de cession, de produire effet, de survivre, précisément parce que dans l'acte de cession, l'acte qui suivait donc la promesse, on trouve un préambule qui renvoie lui-même à la promesse de vente. Troisième hypothèse, que l'on pourrait qualifier de clause de reconstitution. Imaginons une société A et B qui décident soudainement de formaliser au sein d'un contrat d'affaires leurs relations commerciales alors qu'elles entretiennent des relations depuis de nombreuses années. Le préambule serait l'occasion ici de faire référence à cette phase informelle, à déclarer que les sociétés A et B se connaissent et qu'elles entretiennent d'ailleurs depuis déjà bien des années une relation commerciale. Ça pourrait être très intéressant puisque, on le sait, au moment de la résiliation, pour apprécier notamment si la rupture est fautive ou non, on a besoin de savoir si le préavis laissé à l'une des sociétés qui subit la rupture est un préavis suffisant. Et comment calcule-t-on précisément le préavis, notamment en tenant compte de la durée de la relation commerciale. Ça peut être donc très utile de rappeler dans le préambule que les relations informelles du passé existent bien, les parties se sont entendues d'ailleurs pour les rappeler dans le contrat qu'elles ont décidé de conclure pour enfin formaliser leur relation. Le préambule entretient également un temps avec le présent. Il est temps de conjuguer le préambule au présent et à ce titre, multiples sont les observations qui peuvent être faites, mais on va s'en tenir à des observations qui concernent d'abord les parties et puis ensuite le contrat. D'abord les parties. Les parties sont évidemment concernées au premier chef et dans le préambule, on peut décider de décrire ou de faire un point plutôt, un point sur la situation des parties, sur leurs compétences, sur leur savoir-faire. Évidemment, cela a un intérêt et on s'en rend compte peut-être davantage au moment du contentieux. Je m'explique, parfois les parties sont imprécises quant aux obligations des parties et le préambule et la référence à la qualité des parties peut être ici un mécanisme de rattrapage intéressant. Il faudra alors mobiliser le préambule. On imagine une société B qui se dit spécialiste
d'un secteur donné, secteur maritime, secteur hôtelier, peu importe, sportif, et qui viendrait dire, en dépit de cette description de la partie faite au contrat, qu'elle ignore tout des usages, par exemple, opposables dans ce secteur. Ou que la méthodologie, après tout, conduite durant l'exécution du contrat était conforme parce qu'après tout, la méthodologie n'était pas interdite par une clause expresse du contrat. Voulant faire croire alors que si une clause n'interdit pas un tel comportement, eh bien c'est que le comportement était permis. Si vous rencontrez justement un problème en tant que société A avec le comportement qu'a eu la société B, il peut être intéressant de rappeler que la société B justement est décrite au sein du préambule comme un spécialiste et qu'à ce titre, elle ne peut pas aujourd'hui plaider le fait qu'une clause ne venait pas la limiter dans sa manière d'assumer sa tâche, d'assumer sa mission. Autrement dit, on va pouvoir se servir ici du préambule pour favoriser peut-être le forçage du contrat et rappeler que le contrat a une nature, que cette nature découle aussi de la qualité des parties et qu'à ce titre, les parties ne peuvent pas tout faire. Et ce n'est pas parce qu'au contrat, on n'a pas indiqué la prohibition, l'interdiction d'utiliser une méthode plutôt qu'une autre, qu'on valide une méthode qui est aux antipodes de nos intérêts. Donc, on va pouvoir se retrancher derrière cette description de la qualité des parties pour en retirer peut-être certaines données. Du côté du contrat, évidemment que le préambule entretient un lien présent avec le contrat. Il peut d'abord participer à l'explicitation du titre du contrat. On le sait, le juge n'est absolument pas lié par le titre du contrat, c'est l'article 12 du Code de procédure civile qui nous l'indique, mais le préambule peut expliciter le titre et alors participer à la justesse de la qualification contractuelle retenue. Et une fois que le régime juridique aura été donné, on sait d'ailleurs que le juriste est confronté avant tout à cette question fondamentale, celle de la qualification à donner au contrat, pour lui appliquer ensuite un régime plutôt supplétif ou plutôt d'ailleurs impératif. Eh bien, le préambule peut participer de cette description, de cette qualification, à retenir du contrat. Il aura d'autant plus de sens, le préambule, dès lors que l'on va opter pour un titre non pas précis comme celui du bail commercial, mais pour un titre évasif, par exemple un protocole d'accord, qui aurait besoin évidemment de bien des précisions, et ces précisions, on va les trouver précisément au sein du préambule. Autre lien avec le contrat, cette fois-ci non pas sur le titre, mais plutôt sur le type de contrat. Depuis la réforme de 2016, on sait que les rédacteurs d'actes, notamment en droit des affaires, cherchent systématiquement l'exclusion du contrat d'adhésion, l'exclusion de l'article 1171 du Code civil. Le préambule est l'occasion, évidemment, de faire référence à des négociations et ainsi pourrait-il participer de l'évincement de l'article 1171 du Code civil, sanction du déséquilibre significatif créé par certaines clauses dans les contrats d'adhésion, avec cette sanction du réputé non écrit et du retour au droit commun. Alors, sur cette question, évidemment, le préambule peut s'avérer décevant. Il faut évidemment le rappeler, une clause qui se contente de dire que le présent contrat n'est pas un contrat d'adhésion aura besoin d'être prouvée. Une clause, évidemment, ne suffira pas à exclure ce contrat d'adhésion. Encore faut-il que réellement on puisse démontrer l'existence de négociations entre les parties. De la même manière, évidemment, non pas sur le type de contrat, mais sur les obligations qu'il fixe, le préambule entretient un lien avec le présent. Alors, toutefois, ici, attention, si l'on souhaite donner un souffle contractuel au préambule, encore faut-il qu'il renferme non seulement un contenu cohérent, mais également exploitable. Alors, 3 exemples à l'appui de ce propos, 3 exemples tirés de la jurisprudence. Premier exemple d'abord sur la cohérence du préambule. Une coopérative invoque le préambule des statuts qui mettait expressément à la charge d'une société adhérente certaines obligations pour mettre en cause sa responsabilité, mais la même convention, et c'est là le problème, semble ensuite les contredire.
La Cour de cassation considère qu'après avoir analysé les stipulations litigieuses et fait ressortir l'imprécision de certaines d'entre elles, ainsi que les contradictions résultant de leur rapprochement, eh bien, le préambule ne peut alors plus trouver ici d'application parce que précisément sa force obligatoire contredit, le contenu du préambule contredit d'autres clauses, des clauses expresses. C'est un arrêt de la Chambre commerciale du 13 novembre 2003. 13 novembre 2003, le préambule des statuts, donc ici inefficace pour mettre en cause la responsabilité d'une société, précisément parce que ce même préambule était contredit par la suite par les clauses plus expresses, plus explicites, plus précises donc du contrat. Deux autres affaires, cette fois-ci sur le caractère trop général de l'énoncé du préambule. Une première affaire, un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en date du 20 mai 2010 qui concerne plus précisément le rôle du préambule en droit des sociétés, dans les statuts. Donc, première affaire, les associés s'étaient là engagés au sein du préambule, je cite, à exploiter et faire prospérer dans les meilleures conditions les actifs de l'ancienne société. Pouvait-on alors y voir ici un moyen de sanctionner un associé qui se livrait à des actes potentiellement qualifiables d'actes de concurrence déloyale? La Cour d'appel affirme que les engagements contenus dans le préambule de ce pacte d'actionnaires ne peuvent pas être considérés comme des obligations au titre du dit pacte. La Cour d'appel, donc, de Paris refuse de considérer que le préambule renferme une quelconque obligation juridique. Sans doute, il est vrai que l'engagement prévu au préambule manquait effectivement de précision pour faire naître sur la tête des associés une obligation de non-concurrence. Obligation de non-concurrence qui sera extrêmement détaillée par notre clause d'obligation, clause fixant une obligation de non-concurrence qui sera détaillée par mon collègue Philippe Grignon. Dans une autre espèce, Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2016, le préambule prévoyait, je cite, que l'objet du partenariat des parties au sein de la société est de favoriser le développement du groupe et la valorisation de leur investissement à moyen terme, dans le respect de l'indépendance et de la cohérence du groupe. Les juges d'appel, encore une fois, ici écartent tout effet contraignant attaché au préambule. Selon les juges, de telles dispositions rappelaient simplement l'objectif poursuivi, je cite, par les associés et leur souci de cohésion jusqu'à la liquidité de la société. Et le contenu de ce préambule ne peut s'opposer à l'application, ajoute la Cour, de clauses contractuelles plus détaillées et plus claires qui suivent cet énoncé général. Cour d'appel ici qui va qualifier le préambule de simple énoncé général et qui rappelle que les clauses expresses, elles ont vocation à régir de façon concrète les relations entre les associés. Et avant tout, ce sont ces clauses qui constituent la loi des parties. Pas de violation, donc, du préambule selon la Cour, mais la simple mise en œuvre concrète de dispositions. Donc, échec ici pour le préambule, mais on le voit systématiquement, c'est une question de rédaction. Un énoncé trop large n'est pas à même de produire des effets de droit conséquents, des effets de droit tout court d'ailleurs. Le préambule entretient enfin un lien particulier avec le futur. Et le contrat est évidemment un acte de prévision. Le préambule va donc participer de l'exclusion de certains mécanismes. Toutefois, cette exclusion peut s'avérer inefficace. Et sur ce point, après avoir tenté une exclusion, le préambule va donc décevoir. Enfin, le préambule est évidemment un guide d'interprétation de cette fameuse commune intention des parties et en ce sens, le préambule explicite. Ainsi, tour à tour, et c'est ce que nous verrons, le préambule exclut, déçoit ou explicite. Le préambule exclut.
Je renvoie là largement aux interventions de mes collègues Moustapha Mekki et Nicolas Kilgus, qui sont justement en charge, si vous avez vu le programme, de ces fameuses clauses qui visent à exclure certains mécanismes du contrat. L'exclusion porte sur l'imprévision, contenue depuis la réforme de 2016 à l'article 1195 du Code civil. On peut aussi, au sein du préambule, décider de l'exclusion d'un lien entre des contrats pourtant connexes. Dans quelle mesure cette exclusion est-elle efficace? Voilà les questions auxquelles répondront notamment Moustapha Mekki et Nicolas Kilgus dans leurs interventions. On peut aussi décider d'exclure, encore une fois ici, l'avenir de la manière suivante, en tentant, mais avec encore une fois ici sans doute une déception qui nous attendra au rendez-vous, on peut décider d'exclure la naissance à l'avance de certaines obligations et tenter de faire un barrage à ce que l'on appelle le forçage du contrat. On sait, et mon collègue Thibault de Ravel-Desclapon va revenir sur cette question de l'efficacité de la clause d'intégralité, ce barrage en réalité est extrêmement fragile. L'article 1194 est impératif et on le sait, le contrat oblige évidemment à ce qui est exprimé, mais oblige au-delà de son simple contenu, de sa simple lettre, en vertu des usages, en vertu de la nature du contrat, en vertu de l'équité. Donc, cette clause qui, la plupart du temps, figure dans le préambule d'un contrat d'affaires a une portée, une efficacité toute relative. Et je le disais d'ailleurs, le préambule sur ce point déçoit. Il déçoit, à propos notamment de l'éviction de l'imprévision. Chasser l'imprévision par la porte, elle peut revenir par la fenêtre. Chasser l'imprévision du contrat d'adhésion et on pourra estimer bien que cette clause, contenue dans un contrat d'adhésion, est une clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Autant dire que l'exclusion de l'imprévision est largement conditionnée par le type de contrat qui sera retenu par le juge. Au cas d'un contrat de gré à gré, cela peut être envisageable. Au cas d'un contrat d'adhésion, la clause devient alors douteuse. La clause d'exclusion de l'imprévision devient douteuse. Enfin, je le disais, le préambule entretient un autre lien avec le futur puisqu'il guide. À condition de prendre le temps de sa rédaction, le préambule peut transporter et révéler, sans asphyxier toutefois toute souplesse durant l'exécution du contrat, il peut porter l'esprit du contrat. On le sait, des parties au contrat, des associés par exemple, peuvent décider dans le cadre de la liberté contractuelle qui leur est offerte de souscrire à des engagements très particuliers, propres à un projet particulier que le préambule peut venir traduire. C'est là tout le sens de l'article 1188 du Code civil. Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ces termes. Le préambule ici n'est plus alors simplement l'accessoire de clauses qui suivent. Au contraire, il les porte, il les met en avant pour leur donner une place de choix et attirer l'attention de l'interprète sur leur impérieuse présence. Il devient alors, sans toutefois se confondre avec le cœur du contrat, une méga-clause mobilisable en cas de contentieux. Deux exemples tirés du droit des sociétés nous permettent de considérer que le préambule parfois permet de préserver le sens d'une opération économique. Première affaire, un arrêt de la Chambre commerciale du 13 septembre 2017. La Chambre commerciale de la Cour de cassation redit ici la force obligatoire d'un préambule, notamment lorsqu'il conditionne le consentement de l'une des parties au contrat. Il était alors question ici du non-respect des modalités d'un partenariat financier conclu entre deux sociétés, modalités pourtant déterminantes du consentement du dirigeant de l'une des deux entités. La Cour de cassation, ici sans embâge, rappelle que ces modalités se trouvaient dans le préambule du pacte et devaient alors avoir force obligatoire. Deuxième exemple, un arrêt
Plus ancien, Chambre commerciale, 13 février 1996, une affaire riche d'enseignements qui donne un exemple parfait de l'importance du préambule. Quels étaient les faits de l'espèce? Eh bien, afin de faciliter l'expansion ici d'entreprises de la région parisienne, une société de capital risque avait été créée par divers établissements financiers. Compte tenu de la complexité du montage, il avait été inséré un préambule au statut intitulé Principes généraux d'action et d'organisation. Ce préambule indiquait que la société de capital risque n'était soumise à aucun intérêt privé dominant ni à aucune tutelle, et qu'elle définirait sa politique et conduirait son action en toute indépendance. C'est pour cette raison qu'était en même temps retenue la règle selon laquelle aucun des actionnaires ne devrait contrôler directement ou indirectement, de façon durable, et posséder plus de 10% du capital social et des droits de vote. Toutefois, en cours d'exécution du pacte social, un membre du conseil de surveillance a demandé la suppression de l'interdiction d'une participation supérieure à 10% figurant dans le préambule, sans demander la modification du reste de celui-ci. Une des entités a alors pu prendre le contrôle de la société en portant sa participation à un peu plus de 52% du capital. La force du préambule dans cette espèce vient du succès de l'action en responsabilité menée à l'encontre du membre du conseil de surveillance par un groupe d'actionnaires minoritaires estimant que ce reclassement était contraire aux principes contenus dans le préambule qui avait présidé à la création de la société et qui devait gouverner les rapports entre les membres. Autrement dit, le préambule traduisait ici la ratio stipulationniste qu'il convenait de faire respecter. Mais un tel résultat judiciaire ne s'obtient qu'à la force des définitions et des objectifs qui figurent dans le préambule des statuts. Question encore une fois de volonté du rédacteur d'investir ou non cet instrument. La qualité et la précision de la rédaction peuvent être alors les gages d'une intervention judiciaire moins aléatoire. L'avenir du préambule, de plus, s'avère assez radieux. D'abord parce que le droit des contrats, et notamment depuis la réforme de 2016, contient toujours plus de notions standards. Le contrat subit une enflure de ce fait et le préambule est l'occasion justement pour les parties d'essayer d'investir ces notions standards en se les appropriant. En droit des sociétés, de la même manière, le soin apporté au préambule ne pourra être demain que renforcé, à mesure que les rédacteurs d'actes se confronteront à la loi Pacte, qu'il s'agisse de décrire plus précisément l'intérêt social, qui aujourd'hui figure dans la loi, ou encore qu'il s'agisse pour une société d'opter pour une raison d'être. Le préambule est alors l'expression privilégiée de ce qui est indispensable pour remplir l'objet social, pour reprendre la formule du rapport Nota-Sénard. Les préambules peuvent devenir l'endroit et doivent devenir l'endroit privilégié pour marquer contractuellement la singularité économique et juridique du projet porté par le contrat d'affaires. Assurément, les fonctions du préambule seront maximisées par la qualité de son contenu. Je vous remercie.